Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Incendie à la pharmacie centrale de Guinée. Les flammes ont tout consumé sur leur passage. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Éducation, le coup d'envoi de l'examen d'entrée en 7e année sera donné ce lundi. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est à l'intérieur du pays pour s'assurer du bon déroulement de cette évaluation. Religion, une des recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui en ce mois saint de Ramadan, est la rupture collective du jeûne. Certaines familles perpétuent cette tradition à Conakry. Bonsoir à tous. Un incendie s'est déclaré hier nuit à la pharmacie centrale de Guinée. Les flammes ont réduit en cendres 2 magasins de stockage de médicaments, des produits destinés au traitement des personnes atteintes du VIH-Sida et du paludisme. Pas de perte à vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Pour l'heure, l'origine de l'incendie est inconnue. Une enquête est ouverte. Reportage à Diatoubari. Ils se battent contre les flammes depuis plus de 16 heures. Sapeurs-pompiers, personnel de la pharmacie centrale de Guinée et personnes de bonne volonté conjuguent des efforts pour circonscrire le feu qui consume les stockages de médicaments. Le contenu de 2 magasins de produits sanitaires est réduit en cendres. Les médicaments antirétroviraux et contre le paludisme sont les plus touchés. Nous avons mobilisé l'équipe de la protection civile qui très tôt, à moins de 10 minutes, s'est retrouvée là, avec le quartier qui s'est vraiment mobilisé. Et malheureusement, on a perdu le contenu de 2 magasins sur les 3 magasins qui contiennent des produits importants. Et l'heure est aujourd'hui à faire l'état des lieux. Après le constat, les autorités sanitaires et leurs partenaires envisagent des mesures d'urgence. De quoi permettre aux 12 000 personnes vivant avec le VIH-Sida de poursuivre leur traitement antirétroviral. Oui, nous allons activer notre plan d'urgence, faire l'état des lieux très rapidement, sauver ce qui est sauvable, faire l'inventaire de ce qui est parti. Heureusement qu'on avait prépositionné quelques produits au niveau des magasins régionaux. Donc faire également la situation là-bas, voir si on peut faire la logistique inverse, ce qu'il faut ramener ici, ce qu'il faut laisser là-bas. Et puis voilà, penser au futur, à la reconstruction. Nous serons autour du ministre de la Santé du gouvernement pour la reconstitution des stocks et un plan de continuité des services pour éviter la rupture dans les structures sanitaires. Le mobilier de travail du bâtiment administratif de la pharmacie centrale de Guinée est aussi parti en fumée. L'origine de l'incendie reste pour le moment inconnue. Des investigations sont en cours. Et la police, le commissariat central de Dixine est sur les lieux et ils vont établir les circonstances de cet incendie. Ils vont rechercher les causes et puis le commissariat central fera une communication par le biais du porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La pharmacie centrale de Guinée est la seule centrale d'achat, de stockage et de distribution de médicaments essentiels dont dispose la Guinée. Avec cet incendie, les capacités de l'institution sont momentanément réduites. Autre sinistre, les populations de Demoudoula se sont réveillées ce matin les pieds dans l'eau. Le quartier était sous l'emprise des inondations. Il s'agit en effet de la zone située dans l'ancienne forêt qui demeure classée selon le code foncier. Certains citoyens ont fait des travaux de remblai, ce qui a provoqué la déviation du lit de la rivière avec des conséquences notoires sur les habitations. Le constat avec Habib Thiam. Réveillé avec sa famille par les grandes pluies du vendredi, ce riverain de l'ancienne forêt de Demoudoula est sur le qui-vive. Je suis en train de dormir avec ma famille et j'ai vu un coup de mur qui est tombé, boum. Là, je suis appelé tous mes amis, mais tous mes familles, on est sortis dehors. Maintenant, moi qui je ne peux pas faire sortir rien maintenant. Donc tout mon objet à la maison, tout est gardé. Là où je suis comme ça, je suis revenu fou même. Comme lui, plusieurs autres habitants du quartier sont en colère. Depuis quelques mois, un citoyen conduit une vaste opération de remblayage du lit de la rivière. La nuit dernière, les eaux de pluie se sont frayées un nouveau passage en provoquant des dégâts. Grande pluie hier, on n'a pas dormi depuis 4 heures. 4 heures du matin, nous tous. Regardez les cours de M. Gay, regardez c'est moi, regardez le M. Kaba. Hein? Catastrophe, grande catastrophe. Moi,
Mon enfant, il a tombé sur l'eau hier nuit, il a piqué crise. Il avait un compacteur, il avait une pelle chargeuse, il a érigé ici en carrière, il est en train de remblayer et foutre tout le quartier en l'air. Et c'est lui-même qui a complètement foutu le bordel aussi au niveau de la forêt de Kakimbo. Il n'y a pas de réaction. Et ce matin, on se réveille dans 4 heures du matin, on n'arrive pas à dormir. Et moi et tout le voisinage. Demoudoula est un drame écologique en banlieue de Conakry. Sa forêt a été dévastée avec des complicités à différents niveaux. Et un citoyen s'est attribué le lit du cours d'eau qu'il morcelle et vend à qui il veut sans coup férir. C'était une ancienne plantation et puis le marigot coulait tranquillement dans cette direction. Maintenant ce monsieur-là, je ne sais pas, il se dit propriétaire foncier et je ne sais pas de quel droit il se munit pour dire que même le lit du marigot l'appartient. Ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment inacceptable. Je vous assure, nous sommes vraiment révoltés, nous sommes au bout du souffle. Interpellés à maintes reprises, les responsables en charge de l'habitat ont finalement brisé le silence face au désastre constaté ce matin. On est obligé d'aller au plus pressant. À partir de lundi déjà, une équipe va être sur le terrain. Toutes ces occupations vont être marquées et les jours qui vont suivre, nous serons obligés de tout casser. Ceux qui savent qu'ils ont des dossiers, qu'ils ont des documents, ils n'ont qu'à venir à la première heure le lundi, se présenter au département, nous présenter les documents et nous donner leur mode d'acquisition. Sur les deux rives coupées de la rivière Demoudoula, ces sinistrés prennent leur mal en patience. Mais si rien n'est fait, les prochaines grandes pluies risquent d'être encore plus dévastatrices. Les grandes pluies qui se sont abattues hier nuit sur Conakry ont provoqué des inondations également à Madina. Sur l'autoroute Fidel Castro, les eaux ont débordé les caniveaux pour occuper la chaussée. Et puis le trafic était au ralenti sur l'autoroute. Des ordures projetées des caniveaux ont envahi la chaussée. Autre aspect de l'actualité nationale, le coup d'envoi de l'examen d'entrée en 7e sera donné ce lundi en mission dans les préfectures de Farana et Kissidougou. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a échangé avec les partenaires sociaux de l'éducation. Objectif, informer et rassurer les parties prenantes de la nécessité des réformes en vue de revigorer le système éducatif guinéen. Reportage Amadou Touré. Une rencontre d'information et de sensibilisation des acteurs de l'éducation relative aux réformes et aux enjeux des examens nationaux 2017 avec les parents d'élèves, syndicats de l'éducation, autorités scolaires et administratives. Le ministre a passé en revue les différentes réformes de son département. Ibrahima Khalil Konaté a en outre exhorté au sens élevé de responsabilité des uns et des autres dans l'organisation des examens de fin d'année. Les téléphones sont interdits dans la salle de classe, dans la cour de l'école. Il faut éviter des attroupements aux abords des établissements. Il faudrait que chaque élève soit sur un tableau-banc et que tout le monde doit accéder à la salle de classe qu'avec la carte d'identité seulement. Les bics, les cahiers de brouillon, les feuilles, ils vont les trouver sur place. Il faudrait qu'on s'investisse beaucoup dans la formation de nos enfants pour que nos enfants soient compétitifs sur le plan africain et sur le plan international. En se réjouissant de ce premier contact direct avec le ministre depuis sa nomination, les parents d'élèves et responsables scolaires des directions préfectorales de l'éducation de Farana et de Kissidougou s'engagent à réussir pleinement leur rôle dans la qualification des examens nationaux. Toutes les dispositions que le ministre a prises, nous sommes d'accord. La date qu'il a fixée pour les examens, on est là, on est à leur disposition. Parce qu'il a fait un changement dans l'éducation. Plus on s'attendait à ça. Maintenant, la balle est dans notre camp, nous, les gestionnaires de structures déconcentrées. Si on a décentralisé, j'ai dit au DP de ne pas considérer qu'il s'agit d'une compétition. Pour dire que tel, je dois avoir plus d'admis que l'autre. Même s'il n'y a pas d'admis, mais pourvu que le peu qui va être admis soit crédible. Le ministre veut, à travers cet exercice, passer un message, celui de la poursuite des réformes pour la valorisation des produits de l'école guinéenne. Dans le même dossier, une convention de financement vient d'être signée entre l'Office national des bourses extérieures ONAB et Afriland First Bank. Ce sont 4 étudiants guinéens qui ont réussi au test de recrutement de l'Institut d'excellence PK-FOCAM de Yaoundé au Cameroun. Cette institution d'enseignement forme en banque, en technologie informatique et en administration des affaires. Les heureux boursiers ont déjà commencé les études. Ils feront 3 ans au Cameroun et 1 an de stage pratique aux États-Unis et en Chine.
Depuis avril dernier, Conakry est la capitale mondiale du livre. Des actions se multiplient dans ce sens. 2 monuments symboliques ont été ainsi dévoilés hier au public au niveau du pont du 8 novembre à Kaloum. Il s'agit en effet d'encourager les jeunes à la lecture d'une part et d'autre part traduire la volonté du gouvernement de promouvoir le livre et l'éducation. Reportage Carlos Mangalou. À l'entrée de Kaloum, les 2 œuvres artistiques installées de part et d'autre du rond-point ne passent pas inaperçues. Un portrait de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela et ce livre géant. Des œuvres fraîchement installées, symbole de la contribution de la fondation SMB Winning dans le cadre de l'événement Conakry Capitale mondiale du livre. Toutes fabriquées à l'aide d'aluminium, elles sont uniques en leur genre en Guinée. La première pèse 2 tonnes, tandis que la seconde est constituée de plus de 6 tonnes d'aluminium. Tout en comprenant que la Guinée fait la promotion du livre, les visiteurs peuvent facilement deviner qu'ils résident ou séjournent dans un pays producteur d'une matière indispensable à la production de l'aluminium. Il s'agit de la matière première qui a été utilisée, l'aluminium. En fait, l'aluminium provient de la bauxite de Guinée. Donc si vous voulez, une matière qui est de la terre, avec la technique et la technologie, on la transforme, ça devient un métal. Et avec ce métal, on peut créer des industries, mais on peut, et c'est le stade ultime, l'accomplissement ultime de l'homme, créer une œuvre d'art, c'est-à-dire dépasser soi-même et créer quelque chose qui donne de l'émotion et qui donne de l'espoir. Alors de l'émotion par la technique et de l'espoir par le message. Le message, c'est que la culture, le livre libère et émancipe. Avec 4 mètres de hauteur, le livre géant en aluminium laisse apparaître une image du chef de l'État et le Nimba, un des symboles de la Guinée. À l'intérieur, des phrases de célèbres écrivains sur la liberté sont reprises. L'autre œuvre rend hommage à Nelson Mandela, grande figure de la lutte contre l'apartheid et combattant pour l'accès au droit à l'éducation en faveur des enfants. Toutes conçues en France par cet artiste français, il a fallu 1 an et demi de travail pour les achever. De ces 2 monuments, il y a 8 tonnes de matière qui ont été amenées, qui sont parties en fait de Conakry pour la France et puis de la France pour Conakry. Ça a été de la labeur, beaucoup de travail pour arriver, techniquement je parle, pour arriver à ériger ces monuments ici. Et c'est vraiment un grand jour pour moi. Sur cet espace va être construit un point de lecture pour encourager les jeunes à lire. Une autre action qui va concourir à faire de cet endroit un lieu de rencontre et touristique. Sur un autre plan, la direction des douanes à l'écoute de ses partenaires de terrain. Cette semaine, les autorités douanières et leurs chefs de département de tutelle ont rencontré les industriels et miniers guinéens. Ils ont discuté des questions liées notamment au départ de la société Veritas. Explication Boubacar Ba. Nouvelle dynamique de concertation avec le secteur privé guinéen. Des représentants de plusieurs sociétés industrielles et minières ont conféré hier avec le ministre du Budget et le cadre de l'administration douanière sur la problématique des réformes engagées par la douane dans le cadre de l'assainissement du système de dédouanement après la fin du contrat de Veritas avec le gouvernement. Il s'agit pour le ministre d'identifier avec les privés les atouts et les faiblesses liées à leurs activités diverses afin de s'accorder sur les règles et procédures idoines susceptibles de créer un partenariat gagnant-gagnant entre l'État et le secteur privé. Le porte-parole des privés a salué l'initiative et soulevé quelques préoccupations liées aux problèmes énergétiques, à la vétusté des infrastructures routières, la cherté du port et de l'aéroport, le manque d'une main-d'œuvre qualifiée et le fait que la plupart des matières premières de nos unités industrielles sont importées. Au terme de 3 heures de débat à huis clos, le sourire est au bout des lèvres. Le contenu des cahiers de charges est en rapport avec les exonérations, les avantages fiscaux accordés aux différentes sociétés. Donc il est absolument important que le contenu soit sincère. On les a demandé aussi de nous aider à avoir des vraies valeurs qui soient les valeurs d'achat en fait, qui puissent nous permettre nous d'établir ensuite les différents documents administratifs devant conduire au processus de dédouanement. La direction des douanes est déterminée à faire peau neuve en numérisant les choses par le passage de Sidonia Plus à Sidonia World. En attendant, les consultations publiques et privées laissent entrevoir une lueur d'espoir.
ces sociétés qui créent la richesse, qui créent l'emploi dans le pays, n'avaient pas la bonne information sur la procédure de dédouanement, parce que les personnes qui sont désignées pour faire cette procédure sont les transitaires. Et nous avons constaté que même la période de transition qui avait été accordée pour la mise en place de la nouvelle procédure, par des écrits qui ont été faits par la douane, n'était pas parvenue aux opérateurs économiques. De l'avis des participants, la rencontre a permis de lever toutes les zones d'ombre. La procédure va être plus simple et professionnelle. Ce qu'il a promis est en train de faire. Donc, on a besoin de collaboration de chacun. Je remercie encore le directeur national de douane pour cette initiation de rencontre entre l'opérateur économique, surtout l'industriel actif en Guinée, et pour sensibiliser avec eux, pour améliorer la production et encore nous souhaitons éradiquer complètement la pauvreté en Guinée. Il s'agira désormais à chacun des acteurs économiques de veiller sur le contenu local en faisant en sorte que les avantages accordés par l'État aux sociétés soient plus ou moins rétrocédés aux PME et PMI guinéennes pour le bonheur de tous. Direction Boké, précisément le district de Bagataï. Cette zone agricole par excellence est citée comme un modèle dans la sous-région pour promouvoir le développement socio-économique de la localité à l'horizon 2025. Une journée de réflexion s'est tenue entre les fils ressortissants et résidents. Occasion pour le comité de pilotage de présenter un document cadre. Le point avec Valérie Talimané. Il est le fruit d'un long travail de réflexion. Ce document de 54 pages, conçu par les fils Baga, constitue désormais un bréviaire de décollage socio-économique du Bagataï. Élaboré par un collectif de cadres, il prend en compte les grands axes prioritaires de développement durable de Dabaka d'ici à l'horizon 2025. Après réflexion, nous avons fait un état des lieux, nous avons posé des diagnostics pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour que cette communauté puisse se développer à la base. Ce document, présenté et validé, l'heure est maintenant à la matérialisation des actions de développement. Le Bagataï, avec son riche potentiel agricole et culturel, est appelé à intensifier et diversifier ses actions pour amorcer son développement local. Pour atteindre cet objectif d'autosuffisance alimentaire, je pense qu'il faut diversifier les cultures. C'est ce que nous sommes en train d'inculquer à nos parents. D'abord, au lieu de riz tout simplement, il faut cultiver la patate, le manioc, la culture maraîchère et autres cultures. Aujourd'hui, si le Bagataï est développé, réellement on parle là d'autosuffisance alimentaire. On n'aura pas besoin d'importer le riz. Nous avons les mers pleines, ces plaines laitières sont bien aménagées, vraiment. On sortira donc de la faim. Aujourd'hui, Dabaka Vision 2025 compte passer par ses ressources humaines pour donner aux 20 villages de la contrée une croissance économique durable. Les cultures maraîchères viendront ainsi renforcer l'élan de cette zone de référence en matière de l'agriculture intensive Baga. Campagne agricole 2017 à Sumbalako dans la préfecture de Mamou. 75 groupements bénéficient de l'appui du gouvernement et de ses partenaires marocains. Dans cette localité, les paysans mettent en valeur plus de 300 hectares et c'est la culture du maïs qui est encouragée avec l'expérimentation d'une nouvelle variété. Son rendement pourrait atteindre 6 tonnes à l'hectare. Reportage Ousmane Ba. Sumbalako, véritable grenier de la région de Mamou. Situé entre les sous-préfectures de Douné, Tolong, Timbo et Kenyeko, Sumbalako regorge d'un potentiel agricole exploité par 75 groupements pour plus de 3200 membres. En plus des maraîchers, c'est la culture du maïs qui est encouragée. Avec cette nouvelle variété appelée Wari, importée du Burkina Faso, l'on peut s'attendre au triple du rendement habituel. Dans le cadre d'une coopération sud-sud, dans le cadre des échanges d'un projet ouest-africain qui travaille sur la productivité, nous avons pu obtenir ces semences en provenance du Burkina Faso que nous allons essayer et comparer avec les variétés que nous avons. Et les paysans vont l'adopter ou la rejeter selon qu'elle ait un rendement extrêmement important. On nous parle de 6 tonnes à l'hectare, on va le voir. Cette année, les engrais vont toucher 322 hectares aménagés par l'Union des groupements agricoles de Sumbalako. L'utilisation rationnelle de ces intrants permettra d'améliorer les conditions de vie des populations et de ce fait réduire la pauvreté.
Le gouvernement a fait son boulot. Il faut que nous autres, nous fassions aussi le nôtre, c'est-à-dire les semis, l'entretien, la récolte et puis tout ce qui suit jusqu'à la commercialisation. Et comme ça, on pourra montrer aux uns aux autres, voilà une école champ pour les paysans, pour les producteurs, non seulement de Sumbalako, de Momon, de toute la région, mais de toute la nation. Les avantages, si ça réussit, non seulement les Marocains et les gouvernements guinéens, le ministère de l'Agriculture, ils vont continuer à soutenir les paysans. À la faveur du lancement de la culture du maïs, les autorités entendent s'employer pour un accès facile aux zones de production. Condition sine qua non pour un rapide acheminement des denrées vers les centres urbains et leur conservation. Dans le même volet, des groupements féminins de la préfecture de Koya bénéficient d'équipements agricoles. C'est un geste de l'association des jeunes diplômés et volontaires pour le progrès de la Guinée. Le don a été rendu possible grâce à la fondation Rio Tinto pour plus de 500 millions de francs guinéens. Reportage Saint-Martin Francinaduno. Ces intrants agricoles sont destinés à 40 groupements maraîchers de la préfecture de Koya. Avec ces outils, ces femmes pourront accroître leur productivité en vue d'assurer leur autonomie. Le geste est de l'association des jeunes diplômés et volontaires pour le progrès de la Guinée en partenariat avec la fondation Rio Tinto. Ce n'est pas la première fois que nous menons des activités dans cette préfecture. Nous menons les activités dans le cadre de la promotion des femmes. Et aujourd'hui, avec la fondation Rio Tinto, nous avons perçu près de 600 millions de francs guinéens pour aider ces femmes dans le cadre de culture maraîchère. Donc nous tenons aussi à remercier très sincèrement aussi les autorités de Koya qui nous ont facilité la tâche pour la réussite de ces projets. À travers ces gestes, l'association des jeunes diplômés et volontaires pour le progrès de la Guinée entend accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion des activités féminines. C'est un projet qui a une durée d'1 an et dont les objectifs spécifiques stipulent améliorer les conditions de vie des membres de 40 groupements bénéficiaires directs, approvisionner les populations urbaines et celles des communes rurales de la zone du projet. En nous donnant ce matériel, nous pourrons désormais mieux travailler dans nos jardins. Nous sommes très contents. Après une décennie d'existence, cette association compte s'impliquer activement dans l'accomplissement des activités agricoles afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Outre ces équipements agricoles pour la production de légumes, l'association offre 2 motos, des engins qui vont faciliter la mobilité des animateurs en vue de suivi correct des activités agricoles des femmes. Religion, une des recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est l'intensification des prières nocturnes pendant les 10 derniers jours du mois saint de Ramadan. En effet, selon le sceau des prophètes, une nuit s'y trouverait cachée, la nuit du destin ou Laylatul Qadri, une nuit qui, selon le Saint-Coran, vaut 1000 mois de dévotion ou 84 ans. Explication Baroufba Fatimatou Diallo. Il est minuit. Les fidèles musulmans commencent à rallier déjà les mosquées pour la prière nocturne. Comme ici, dans cette mosquée de Koloma, les jeunes s'organisent pour l'accueil des fidèles à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur de cette maison de Dieu. Ce dévouement des croyants après 20 jours de jeûne vise la recherche de la nuit de Laylatul Qadr, une nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. Ces fidèles sont déterminés à communier avec leur Seigneur le jour impair de la nuit du destin. Je recherche une nuit parmi ces 10 jours, la nuit de Laylatul Qadr. Et je prie Dieu que je puisse avoir cette nuit dans les bonnes conditions, avec la santé. Durant cette nuit recherchée, qui n'équivaut à aucune autre, l'ange Gabriel descend du ciel en apportant avec lui la miséricorde d'Allah à tout croyant sincère qui consacre cette nuit à la prière et aux invocations. Ces 10 jours sont la dernière partie du mois de Ramadan et les actions d'une personne ne valent que par leur fin. Beaucoup d'importance à ces 10 derniers jours. Et il suffit seulement de se comparer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui-même qui a commencé ces 10 derniers jours. À la fin du mois de Carême, dans ces 10 derniers jours, on dit qu'il faisait la prière pendant tout le mois de Carême. Mais à la fin des 10 derniers jours, on dit qu'il réveillait
ses parents, sa famille pour ces 10 derniers jours. Parce que les prières sont exaucées. Le mois de carême aussi est divisé en 3 parties. Celui qui prend ça en compte et puis il prie abondamment dans ces 10 derniers jours, vraiment il y a beaucoup d'importance. Les prières sont exaucées. La nuit du destin est cette nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, par l'ange Gabriel, comme écrit dans la sourate 97 du livre saint. La dernière décade du Ramadan, il est recommandé aux fidèles musulmans de réveiller les membres de leur famille afin qu'ils ne ratent pas la bénédiction et la miséricorde d'Allah, selon les hadiths authentiques. Autre recommandation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui en ce mois saint de Ramadan, est la rupture collective du jeûne. Certaines familles perpétuent cette tradition. C'est le cas d'Elhaj Mamadou Pateba. Notre équipe de reportage a assisté à une séance de rupture de jeûne chez lui. Le moment est très attendu par les jeûneurs. Lors de la rupture, après une dure journée de privation, la prière achevée autour des plats, la joie est doublement exprimée dans la famille d'Elhaj Paté. D'abord, cette satisfaction d'avoir observé le jeûne et cette retrouvaille en famille à cet instant, devenue une tradition à chaque mois de Ramadan pour honorer l'aîné de la famille qui accueille les fidèles. Il y a des jeunes qui ne travaillent pas, il y a des apprentis, il y a des mécaniciens qui viennent faire la rupture ici. Il y a certains qu'on ne connaît même pas, eux aussi ils ne nous connaissent pas, mais comme ils savent ici, on fait la rupture ici, ils viennent faire ça avec nous. Ça c'est la tradition. Tu ne vas pas demander c'est qui ça, il vient d'où. Si quelqu'un vient faire la rupture avec toi, tu es content, tu sais que tu auras une grande récompense de Dieu. L'un des avantages du mois de Ramadan est de cultiver la solidarité entre les fidèles. La rupture collective est une manière d'appliquer l'une des recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ça, c'est une tradition musulmane. Notre prophète nous a recommandé ça. Il nous a dit, la nourriture d'une seule personne peut suffire pour 2 personnes. La nourriture de 2 personnes peut suffire pour 4 personnes. Donc, ce que tu as, il faut l'amener avec les autres, vous allez le partager. Le Ramadan tire à sa fin. Faire du bien et partager des plats avec son prochain sont des gestes à démultiplier en ce mois de pénitence et de pardon. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Le programme continue sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir chez vous et à très bientôt. La 11e session du comité de suivi des accords du 12 octobre 2016 s'est tenue vendredi à Conakry. L'ordre du jour a porté sur le